Par contre, là, il parle du fait qu'il y a aucun dragon qui sont apparus dans One Piece, dans le manga serré, mais par contre, il y a un filler où on voit des dragons millénaires au début, là, dans le filler de Apis. Et pour moi, ça veut pas dire que les dragons n'existent pas, au contraire, le fait que même les fruits du démon y ait des fruits de type dragon, ça confirme le fait que les dragons existent ou qu'ils existaient à l'époque. On sait que Nika existait à l'époque, et aujourd'hui on a le fruit de Nika. Donc on a plein d'autres fruits similaires avec la même construction, donc ça m'étonnerait pas que les dragons existent encore. Moi, pour moi, clairement, ils existent. Salut l'équipe et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece. Donc, comme d'habitude, on va analyser une vidéo et aujourd'hui, ça va tomber sur la vidéo de Goji. On a deux autres vidéos qu'on va analyser, mais on les analysera pas aujourd'hui, sûrement demain et après-demain. Aujourd'hui, vidéo de Goji sur le chapitre 1096. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire parce que déjà, la semaine dernière, il nous a fait une masterclass. On a eu énormément de révélations par rapport juste à Nika, par rapport aux boucaniers, par rapport à l'histoire de Nika et des boucaniers dans notre monde réel, sachant que les boucaniers sont à l'origine des pirates, comme Nika, Joy Boy qui serait lui-même origine des pirates dans One Piece. Donc beaucoup de paramètres à prendre en compte qui nous ont grandement aidés pour analyser le chapitre 1096, 1095 du coup. Bon, je pense qu'on va se lancer directement pour regarder la vidéo. Elle dure 33 minutes, donc ça va être bien long. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. Franchement, je suis grave content. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos en préparation. Il y aura la rediff du live avec les analyses sur Henrik 21. Il y aura la rediff du live d'hier avec la vidéo du Mont Corvo colossal de 55 minutes avec aussi une vidéo théorique que j'ai fait en plus par rapport aux armes antiques. Il y a énormément de choses qui arrivent les gars. Et merci beaucoup, je vois tous vos commentaires sur YouTube pour la team YouTube. En vrai, vous assurez de ouf, ça fait trop plaisir. Je vais continuer à travailler dur et à vous apporter des analyses et des réactions toujours de meilleure qualité. Là, il y a beaucoup de choses qui se profilent à l'horizon par rapport à One Piece et j'ai hâte de faire tout ça. Donc allez, encore une intro trop longue, donc let's go les gars. C'est parti pour la vidéo de Goji. On se lance tout de suite. Hop, je mets ça juste en grand. Et let's go les gars. God Valley et l'équipage des Rocks se sont dévoilés plus que jamais dans ce nouveau chapitre. Si Chebek n'a toujours pas daigné apparaître, son équipage dégageait un flot que seuls les pirates de Roger pouvaient égaler et ils étaient également de la partie. Vous allez donc découvrir avec moi et dans ce chapitre tout l'envers du décor de God Valley et les secrets de cette guerre qui a chamboulé la piraterie jusqu'au plus profond de son cœur. Le trésor de la ruche, la reformation des Rocks zombifiés par Moria, la précédente guerre opposant Roger et Chebek aux portes de Lodestar, ou bien encore la possible confirmation de l'utilisation du Yami Yami no Mi pour détruire God Valley. Découvrez avec moi dans cette immense review toutes les théories qui changeront l'histoire de One Piece. Avant d'analyser ce chapitre, laissez-moi à nouveau vous présenter CyberGhost, le numéro 1 des VPN en France et sponsor récurrent On va passer vite fait. d'accession, même les films, comme Crunchyroll, bénéficier du set vidéo des règles de la chasse des Tenryubito. Merci à vous et à CyberGhost pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ce chapitre débute en donnant une désagréable envie de vomir. En effet, nous découvrons l'explication des règles de la chasse des Tenryubito. Et c'est affreux, hein. Vraiment, je crois que c'est l'un des pires passages des Tenryubito dans One Piece jusqu'à maintenant. Et pourtant, vous savez aussi bien que moi à quel point ils sont à gerber depuis leur toute première introduction. C'est vrai qu'ils sont exécrables et c'est de pire en pire. C'est-à-dire que on pensait que c'était le maximum qu'ils pouvaient faire, mais ils arrivent à trouver des idées encore plus abjectes. Donc, pour résumer, il y aurait 10 000 lapins sur cette île. Les lapins sont donc les habitants et les esclaves. 13 lapins spéciaux sont introduits et valent chacun 10 000 points. 150 autres sont considérés comme des lapins rares et les tuer d'un coup leur apporte un bonus excellent. On se croirait dans un vrai jeu vidéo. À la fin, celui ayant le plus de points cumulés en tuant ces lapins obtiendra un ou plusieurs prix, les fameux coffres dont on reparlera plus tard.
Dans ce chapitre, on peut encore plus distinguer les cibles peintes sur le dos des proies des Tenryubito, un symbole qui était déjà par ailleurs présent dans le dos de Kuma dans le chapitre 1074. Plusieurs autres chevaliers divins sont également montrés, 3 précisément. L'une d'elles semble faire partie de la famille Manmeyer, qui serait une autre lignée de Tenryubito, et donc par extension l'une des 20 familles fondatrices du gouvernement mondial il y a 800 ans. Ce qui nous fait, avec les Don Quichotte, les Figarland, les Nefertari et la lignée G. Garcia, Marcus, Topman, Ethan Baron, Shepard ainsi que Nerona, pas moins de 10 noms de familles royales révélés au sein du gouvernement mondial. Il reste alors 10 familles à découvrir pour qu'on ait les lignées des 20 rois ayant détruit l'ancien royaume au complet. Sachant que les chevaliers divins sont au nombre de 9 et la lignée de seulement 2 d'entre eux ont été révélés, il ne restera vraiment que 3 familles à découvrir lorsque tous les chevaliers divins auront eux aussi été introduits entièrement. Voilà, c'était une petite stat qui ne sert à rien, mais quand même, pendant des années, les 20 rois et leurs noms ont été un véritable mystère dans One Piece, et à part les Don Quichotte et les Nefertari, aucun n'avait été nommé. En moins de 10 chapitres. Ouais, j'avoue, c'est vrai, par contre, ils sont tous sortis d'un coup. Et j'expliquerai ça tout à l'heure. Plus de 8 nouveaux noms se sont rajoutés, ce qui est, je trouve, incroyable, mais aussi la preuve ultime que nous touchons du doigt, la grande révélation du siècle oublié et donc de la fin de One Piece. Bon, concrètement, rien de passionnant dans cette première partie, on peut passer à la suite et se débarrasser de cette vieille odeur de dragon céleste là, berk. Surtout que la suite est bien plus intéressante, puisqu'on rentre en plein cœur du sujet avec la 3e apparition officielle de Kong de toute l'histoire de One Piece. Pour rappel, Kong n'est vraiment pas n'importe qui, surtout à l'époque puisqu'il était l'amiral commandant en chef des armées du gouvernement mondial. C'est lui qui était au sommet de toute la marine et sans doute juste en dessous des dragons célestes en termes de hiérarchie. On ne sait rien de lui si ce n'est qu'il est apparu au chapitre 0 et 594. Aucune idée si... Et on sait aussi qu'il était bien moche à l'époque et qu'aujourd'hui ça va, franchement, dans l'époque actuelle, franchement ça va, il a un peu de flow, alors qu'à l'époque il était vraiment moche. Compte le remettre en avant dans le présent. En tout cas, une chose est certaine, chaque fois que Kong est introduit ou chaque fois qu'il parle à Garp ou il parle de Garp et c'est vraiment un truc de fou. Chapitre 0, il propose à Garp une promotion d'amiral que ce dernier refuse. Chapitre 594, Kong essaye d'empêcher Garp de démissionner de la marine suite à la guerre de Marineford. Et là, aujourd'hui, chapitre 1096, Kong appelle Garp à la rescousse suite aux événements de God Valley. Alors maintenant que Garp est dans une mauvaise situation après avoir été capturé par l'équipage de Barbe Noire, Kong va-t-il ressortir de sa cachette et organiser quelque chose pour le récupérer? On verra, en tout cas, on peut commencer à analyser cette page qui reste très intéressante pour un point en particulier. En effet, Garp dit à Kong que le gouvernement n'aurait pas dû provoquer la ruche, que ces pirates sont trop sous-estimés et qu'il considère ça comme le trésor de l'île des pirates. Il était donc évident qu'ils allaient vouloir le récupérer. Après, Kong révèle la possible présence de Roger sur God Valley, ce qui a tout de suite convaincu Garp de se rendre sur l'île, preuve supplémentaire que Roger était vraiment l'objectif ultime du grand-père de Luffy et que ces deux-là pouvaient totalement être considérés comme de grands amis. Bon, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est le fameux trésor de la ruche. Nous apprenons dans ce chapitre que, comme je vous l'avais théorisé dans la dernière review, les coffres des Tenryubito cachaient bel et bien des fruits du démon. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Je pense qu'on a tous compris la même chose, mais il semblerait que Garp fasse allusion à ces mêmes fruits du démon quand il dit que les Rox viendront récupérer leur trésor. Preuve supplémentaire, quand les Rox débarquent sur God Valley, un petit peu plus loin dans le chapitre, ils ne semblent avoir comme objectif que de récupérer des fruits du démon. Et s'ils attaquent God Valley, ce n'est pas par hasard, car c'est justement grâce à Ginny qui a fait fuiter l'information à des pirates de la présence de 2 fruits du démon, dont un mythique, le Uo Uo no Mi, que Kaido consommera plus tard. Bref. Du coup, après, il n'y a rien de confirmé, c'est juste mon avis, mais là, je suis moyennement d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, je pense que si Rox a décidé de venir sur God Valley, c'était vraiment pas par rapport à l'appel, mais par rapport au trésor. Et que ils voulaient juste récupérer leur trésor, du coup, ils sont venus là avant. Ensuite, pour le trésor, est-ce que c'est des fruits du démon? Mon avis, pour l'instant, en fait, vu qu'on n'en sait rien, c'est vraiment juste des suppositions. Mon avis pour l'instant, c'est que je pense que non. Parce que pour moi, le plus simple, vu comment Oda a écrit le chapitre, le plus simple, c'est de croire que justement le fruit du démon est le trésor de, euh, de l'île de la Ruche, donc le trésor des pirates. Mais quand on y réfléchit, on se dit que pourquoi Oda n'a pas confirmé les choses si c'était juste ça.
Ensuite, il y a même la phrase de Kaido qui dit: «Ouais, mais Big Mom, toi, t'en auras pas besoin», qui sous-entend que le trésor, c'est ça. Mais je me dis que Oda, vu qu'en ce moment, il adore feinter tout le monde, je pense que là, c'est une grosse feinte, ouais. C'est une grosse feinte. On pense que c'est ça, mais ah, je sais pas, je sais pas. Nenous, wesh, ça va? Je passe vite fait pour te dire bonjour. Je sais pas. Ok, ok, vas-y, tranquille. Bah écoute, salut à toi, Nenous. Et comme tu peux voir, on est en train de regarder tout ça, quoi, d'analyser les dernières vidéos des gens de la commu One Piece. Donc là, c'est Goji, hier, c'était mon Corvo. Et demain, ce sera sûrement le doc, ou peut-être Ryo Sensei s'il daigne bien sortir une vidéo. On verra. Sinon, ça va, toi? On reparlera de tout ça plus loin dans la vidéo évidemment, et tout ça pour dire que oui, ceux qui semblent avoir tant motivé les Rocks à bouger, ce sont le ou les fruits du démon. Pour rappel, Du coup, juste pour terminer ce que je disais, je suis pas très sûr pour le trésor et je suis pas très sûr non plus pour le fait que Xebec ait choisi de venir sur l'île. Je pense que Ginny, elle a prévenu du monde, mais que Xebec, il a pas eu besoin d'être prévenu vu qu'il savait très bien que les Tenryubito avaient volé le fruit. Après, peut-être que ils savaient pas où ils étaient et que Ginny les a aidés, ça c'est tout à fait probable. le Uo no Mi que Kaido a consommé est un Zoan mythique et les Zoan mythiques sont aujourd'hui encore considérés comme la catégorie de fruits du démon la plus rare et donc la plus chère. Il ne serait pas étonnant que le prix de vente d'un Zoan comme celui de Kaido s'élève à plusieurs centaines voire milliards de berries, un véritable Eldorado pour des pirates comme les Rocks, ce qui justifierait totalement pourquoi il les considère comme des trésors. Mais je trouve ça quand même bizarre. Si le Moi aussi. trésor de la ruche est réellement ce ou ces fruits du démon, ce dont j'ai quasiment aucun doute pour être honnête, comment le gouvernement a-t-il réussi à les récupérer? On parle là du territoire de l'équipage pirate ultime de l'époque, et peut-être même de tous les temps. Comment le gouvernement ou la marine ont-ils réussi à récupérer ce qui est considéré comme le joyau de la couronne de la ruche? Oui, bon, en plus de ça, les traductions s'en mêlent pas mal, c'est assez relou de pas savoir sur quel terme se baser. Quoi qu'il en soit, il semble que le gouvernement a récupéré un truc au cœur même de la ruche. Alors, est-ce qu'ils ont fait comme l'a fait Garp dans les derniers chapitres, un gros raid avec des chevaliers divins et des amiraux pendant que Chebek, le roi de la ruche, n'était pas là? Est-ce qu'un membre des Rocks, qui est tout de même un équipage connu pour ses trahisons internes, aurait justement trahi le capitaine en donnant des infos à la marine ou autre? Ce sont des possibilités à ne pas exclure, bien qu'il reste une façon de voir la chose J'avoue, c'est qui vrai, est ça. que, eh bien, ils n'ont rien volé du tout à la ruche. Les paroles de Garp voudraient simplement dire que le joyau de la couronne, de la ruche, est le concept même de la traque de fruits du démon, que les Rocks seraient connus et réputés pour leur chasse aux fruits du démon, récupérant les plus puissants d'entre eux pour augmenter leur force et vendant les autres pour s'enrichir. Ça Un serait peu de mal. leur truc à eux de chasser les fruits du démon, et c'est en mettant en jeu de rares et précieux fruits du démon que le gouvernement mondial aurait provoqué la ruche, comme le disait Garp, car Chebek et son équipage ne pourraient pas rester les bras croisés vu qu'il s'agit de leur gagne-pain. Alors, pour ce qui est de la chasse des fruits du démon, ça, je veux bien le croire. Je pense que ça ferait un parallèle avec Barbe Noire et tout. Donc oui, oui, ça, c'est grave possible. Même, je suis même d'avis de dire que c'est une des théories que je vais privilégier par rapport à ça. Par contre, de dire qu'il n'y a pas de trésor sur l'île de la Ruche et que le trésor, ce serait juste le fait qu'ils utilisent des fruits du démon, je sais pas. Possible, possible, mais je sais pas pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il J'y y a une crois pas histoire trop, avec quoi. les fruits du démon et la ruche, et ça c'est le plus important. Pourquoi? Eh bien, parce que l'actuel résident de l'île des pirates, Marshall D. Teach, a lui aussi un lien étroit et spécial avec les fruits du démon. Il possède celui considéré comme le plus puissant et démoniaque des fruits du démon, il est le seul à posséder 2 fruits du démon, et son équipage et lui se sont lancés dans la traque des utilisateurs de fruits du démon. Alors ça fait beaucoup de fruits du démon, je vous l'accorde, hein, mais ça fait aussi beaucoup de coïncidences qui ne font qu'appuyer les similitudes déjà très marquées entre Teach et Chebek, et c'est pas fini. Bref, on a déjà passé beaucoup de temps sur ces premières pages et je dois avouer être terriblement frustré de ne pas pouvoir être vraiment sûr de la bonne traduction qui peut finalement changer beaucoup de choses. On analysera les différentes traductions officielles ce soir en live en espérant y voir un petit peu plus clair. En attendant, vous avez quand même mes théories sur le sujet. On passe à la suite et ça concerne Ivankov, ou devrais-je le renommer Ivangoat, tant lui et Ginny sont à l'origine de tout l'incident de God Valley. Ouais, Un en vrai, ils sont leadership chauds. et un esprit de révolution absolument fou. Vraiment, Ivankov était exceptionnel et j'aurais jamais misé sur le voir tenir un rôle aussi important, encore moins sur God Valley. On comprend mieux pourquoi Dragon s'est allié à lui et Kuma, et je me demande bien ce que Dragon a pu faire dans sa jeunesse pour être au moins aussi important que l'ont été Kuma et Ivankov, qui ont sauvé des centaines de vies.
Ginny n'est pas en reste, cette jeune génie est apparemment une voleuse professionnelle qui est à l'origine du leak du tournoi triannuel des Tenryubito sur God Valley. C'est grâce à son message que les pirates comme Roger et Chebec ont découvert l'existence de ce triste événement. Et justement, l'info qui a tant attiré des pirates d'une telle renommée semble être la présence d'au moins 2 fruits du démon que sont le Uo no Mi, modèle dragon azur, Seiryu, et le Nikyo no Mi, le fruit des coussinets. Voilà donc ce que cachaient ces fameux prix prestigieux mis en jeu par les Tenryubito sur God Valley. Bon, alors on a des trucs à dire et on va commencer par se féliciter les bros, oui. Bravo, la théorie des fruits du démon comme récompense au tournoi de God Valley a bel et bien été validée. Facile de prédire One Piece en fait, c'est pas du tout compliqué. Bon, à vrai dire j'avais qu'à moitié raison parce que si j'avais entre guillemets prédit la présence du Uo no Mi sur God Valley, je n'avais pas prédit celle de Nikyo no Mi de Kuma. Ce n'est qu'une fois. J'avoue, c'est vrai, il avait prédit le fait que dans les coffres il y avait des fruits du démon, mais c'est pas le seul à avoir fait ça. Bon, Corvo aussi avait prédit. Donc c'était pas, je dirais pas que c'était facilement prédictible, mais c'était plus facile que certaines autres théories. C'est le live débrief sur Twitch, d'ailleurs rendez-vous ce soir à 20h pour un très gros live sur ce chapitre, qu'on a été en mesure d'imaginer beaucoup plus de fruits du démon probablement présents dans ces coffres. Le Nikyo no Mi de Kuma en faisait partie, mais également bien d'autres, je vous laisse checker la vidéo sur la chaîne secondaire si vous voulez. Maintenant, ce qui va nous intéresser concernant cette histoire de fruits du démon sur God Valley, ce sont 2 choses. Nous avons la confirmation que le Uo no Mi et le Nikyo no Mi ont déjà été consommés par le passé, et surtout, y a-t-il d'autres fruits du démon que ces 2-là dans les 4 autres coffres? Pour ce qui est des fruits du démon de Kaido et Kuma, la description précise des pouvoirs qu'ils accordent par Ginny est la preuve parfaite qu'ils ont déjà été consommés par le passé. Cela confirme également leur présence dans l'encyclopédie des fruits du démon qui recense tous les pouvoirs connus des fruits du démon. Oui. Du coup, pouvons-nous dire et affirmer aujourd'hui que le dragon qui a attaqué Wano Kuni il y a plusieurs centaines d'années et qui fut tué par Ryuma était en réalité un utilisateur du Uo no Mi? Ça pourrait peut-être faire répétite avec Kaido, ancien empereur de Wano Kuni. Toutefois et jusqu'à présent, aucun vrai dragon n'est apparu dans One Piece et je parle pas de ceux créés par Vegapunk. L'explication d'un dragon sur Wano pourrait alors se faire par l'apparition d'un ancien possesseur de ce fruit du démon. Et puis sans parler de ça, la possible et très probable présence de ces fruits du démon dans l'encyclopédie des fruits du démon sous-entend également que Barbe Noire connaît très bien leur existence et leur pouvoir. Par contre, là, il parle du fait qu'il n'y a aucun dragon qui sont apparus dans One Piece, dans le manga serré, mais par contre, il y a un filler où on voit des dragons millénaires au début, là, dans le filler de Apis. Et pour moi, ça veut pas dire que les dragons n'existent pas, au contraire, le fait que même les fruits du démon, y ait des fruits de type dragon, ça confirme le fait que les dragons existent ou qu'ils existaient à l'époque. On sait que Nika existait à l'époque, et aujourd'hui on a le fruit de Nika. Donc on a plein d'autres fruits similaires avec la même construction, donc ça m'étonnerait pas que les dragons existent encore. Moi, pour moi, clairement ils existent. C'est juste on les a pas encore vus parce que il faut qu'ils soient à un endroit très précis. Et on en a parlé, on sait où ils Vous sont. savez ce que ça signifie? Le grand chasseur de fruits du démon pourrait être lui aussi, et tout comme l'était Rox à l'époque, à la recherche du Uo no Mi, voire du Nikyo no Mi. Kaido est censé, et je dis bien censé, être mort. Si tel est le cas, son fruit du démon doit réapparaître quelque part dans le monde ou éventuellement près de Wano Kuni. Pas seulement, Big Mom aussi est censée être morte, et même histoire pour son fruit du démon. Vous voyez à peu près où je veux en venir? Barbe Noire a possiblement 2 fruits du démon anciennement possédés par des empereurs, quelque part dans la nature, et pas n'importe lesquels. Des fruits du démon absolument surpuissants et d'une rareté sans pareille. C'est ce qui pourrait motiver Teach à se rendre sur Wano Kuni ou à chercher aux alentours les pouvoirs de Kaido et Big Mom qui se seraient réincarnés. Avec ça, il ferait véritablement de son équipage les plus grands utilisateurs de pouvoirs démoniaques au monde. Mais c'est pas tout, il pourrait aussi être intéressé par le Nikyo no Mi de Kuma qui est décrit par Ginny, et donc sûrement détaillé de même dans l'encyclopédie des fruits du démon, comme un pouvoir étant capable de se téléporter et de téléporter d'autres personnes sur des îles à distance. Mais un tel pouvoir serait phénoménal pour l'équipage de Teach, qui pourrait en quelques instants, et sans utiliser de navire, voyager partout dans le monde en volant grâce aux fruits de Kuma. Alors si ces 2 fruits du démon très connus nous ont... Mais l'équipage de Teach, ils en ont pas besoin. Vanogur, il a déjà le fruit de la téléportation. L'intéressé, moi ce qui me perturbe maintenant c'est de savoir que contient les 4 autres coffres. Contiennent-ils eux aussi des fruits du démon bien que ça n'ait pas été mentionné dans ce chapitre? Si c'est le cas, il y a de très grandes chances pour que ces mêmes fruits soient eux pas inscrits dans l'encyclopédie des fruits du démon et donc inconnus au bataillon. Et de toute façon je dois avouer ne pas pouvoir imaginer autre chose que des fruits du démon. Les Tenryubito ont absolument tout et il ne manque de rien. Quoi de mieux que des fruits du démon à donner à leurs esclaves pour s'amuser, se divertir.
Pour changer brièvement de sujet, l'échange entre Kaido et Big Mom pourrait totalement prouver que Lin Lin est la seule à posséder un fruit du démon parmi les Rocks présents dans ce chapitre. En effet, elle dit qu'il sera tout à elle, sans doute en parlant du fruit du démon de Kaido, alors que Kaido rétorque lui-même qu'il serait inutile entre ses mains. Tout le monde part à la quête de ce Zoan mythique, tout le monde le veut, mais c'est seulement à Big Mom que Kaido dit qu'il sera inutile, comme si elle était la seule détentrice de pouvoir de fruit du démon. Donc ça serait une preuve que tous les Rocks n'avaient pas encore de fruit du démon, que Shiki n'avait pas le Fua Fua no Mi, que Kaido n'avait donc tout naturellement pas le Uo Uo no Mi, et que Barbe Blanche lui aussi ne possédait pas le Gura Gura no Mi. Voilà. Après, pour le Gura Gura no Mi, c'est possible que Barbe Blanche va avoir son fruit du démon là. Surtout que c'est le fruit du démon le plus puissant. Par contre, et Shiki aussi, ça me dérangerait pas qu'il ait là son fruit. Par contre, il faut pas prendre la phrase de Kaido par rapport à Big Mom comme une certitude pour l'instant. Je crois que Oda, il a vraiment fait exprès de nous tromper en mettant juste une phrase sans nous dire ce que ça veut dire, tu vois. Il a fait exprès de dire à Kaido, ouais, mais toi, t'en as pas besoin, parce qu'on sait pertinemment, nous, en tant que lecteurs, que Kaido, elle a un fruit, on le sait déjà. Elle a même pas un fruit, elle a mangé sa daronne pour pouvoir avoir ses puissons. Pour les fruits du démon, maintenant, avant de parler vraiment des Rocks, je voulais juste souligner cette drôle de ressemblance qu'a Ginny avec Nami, que ce soit au niveau des lunettes qu'elle peut utiliser par moment, ou surtout pour ses capacités de voleuse professionnelle, ben, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une petite ressemblance. Bon, après voilà, je pense que ça ne vaut rien, mais vous savez très bien que j'aime noter tout ce qui me passe par la tête dans les reviews. Maintenant que tout ça c'est terminé, passons à l'équipage légendaire des Rocks. Et d'ailleurs, si vous voulez laisser un like pour soutenir la vidéo et les dizaines d'heures de travail derrière, ça serait vraiment la plus belle récompense. Merci à tous. Pareillement, on s'approche doucement des 400 000 abonnés. Alors écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le navire, vous ne serez pas déçus. Merci à tous. Ils sont là. Depuis des années qu'on attend cet événement, les Rocks débarquent sur God Valley. Ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Ils inspirent la terreur, la force, le respect. C'est un condensé de hype injecté directement dans les veines. Malheureusement, on va devoir se contenter que de ça. Le terrible combat de God Valley ne se déroulera pas sous nos yeux malheureusement. La frustration est à son paroxysme, mais pas trop non plus quand même. Je pense qu'il serait plus agréable de voir l'entièreté de ce flashback le moment venu. Là, Oda a simplement voulu nous faire le lien avec Kuma, et je pense qu'il aurait été mal vu que le combat des Rocks contre le reste du monde soit dévoilé dans le flashback d'un personnage qui n'a finalement rien à voir avec eux. Vous inquiétez pas, on aura cet événement, il faut juste attendre un petit peu encore. Ok les refs? Alors que pouvons-nous dire de cette page magistrale introduisant cet équipage terrible? Tout d'abord, avant qu'on me spamme encore de commentaires avec ça, oui, je nomme Chebek Chebek et non Xebek. Plus j'en parle, plus on me fait la remarque que je le prononce pas de la bonne façon. Alors je vais vous expliquer. Après, il n'y a pas de bonne façon. Si. Enfin, pas trop, mais si. De base, quand le prénom de Chebek a été mentionné pour la première fois, j'ai trouvé que la possible référence utilisée par Oda pour ce personnage soit un petit bateau de guerre méditerranéen. Il s'écrivait Chebek, donc Xebek, mais se prononçait Chebek en français. Ensuite, en japonais, Rox dit Xebek, donc se prononce Chibeku. Et dans l'épisode 958, en VF, Sengoku prononce également le prénom de Rox avec un J, ce qui donne quelque chose comme Jibek. Et Rox dit Jibek. Donc oui, vous avez raison, je le prononce peut-être pas très bien en l'appelant Chebek, c'est plus Jibek, mais c'est toujours plus précis et cohérent que le Xebek que vous voulez tant m'entendre prononcer. Voilà, c'était la petite minute culture dont tout le monde se fout. Maintenant, parlons vraiment de cet équipage. En commençant par Barbe Blanche, qui semble être totalement le vice-capitaine de l'équipage. À vrai dire, il n'y a pas l'air d'avoir une vraie hiérarchie établie et je les soupçonne même de ne pas avoir de rôle attitré. Il représente simplement un groupe de pirates qui voguent ensemble. C'est sûrement la raison pour laquelle cet équipage n'avait aucune coordination. Chacun combattait pour son compte et à vrai dire, est-ce vraiment étonnant quand déjà 3 d'entre eux, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, possèdent un Haki des rois phénoménal et étaient destinés à devenir de grands capitaines? Il ne fait aucun doute qu'ils n'étaient pas faits pour être sous les ordres de quelqu'un. D'ailleurs, Barbe Blanche le dit très bien dans le flashback d'Oden. Les fortes têtes ne vont pas du tout bien ensemble. Concernant Chebek, lui, on ne le voit pas ni maintenant ni plus tard. Il semble être parti avant tous les autres pour combattre, un comportement qu'on retrouvera d'ailleurs chez Roger dans ce chapitre, mais également dans le chapitre 966 quand il a voulu combattre Oden tout seul, sans l'aide de Gaban et Rayleigh. Chebek était vraiment le même style de mec que Roger et Garp finalement, alors est-ce vraiment un hasard qu'ils soient tous les trois dédiés? Je ne pense pas. On reviendra un peu après sur le cas de Chebek, parlons un petit peu des autres, notamment de Stussy qui était aussi dans l'équipage accroché à l'épaule de Barbe Blanche, ce qui semble confirmer une possible romance entre les deux. Je vous rappelle que Stussy est la Miss Bakin qui nous a été introduite avec Weevil, ce dernier étant à ce qu'il paraît le fils de Barbe Blanche. Et mine de rien, ça devient de moins en moins improbable que Weevil soit d'une façon ou d'une autre le fils de Newgate. En
encore trop peu d'éléments pour nous confirmer ou pas cette idée, mais en tout cas une romance entre Bakin et Barbe Blanche semble être avérée ou du moins beaucoup plus facilement imaginable aujourd'hui. Autre apparition et découverte féminine dans cet équipage de Rox, Gloriosa, aussi connue sous le prénom de Nyon. La petite vieille et ancienne impératrice d'Amazon Lily était aussi présente dans l'équipage des Rox et là pour le coup, je m'y attendais pas. C'était pas non plus une très grande surprise de la voir ici, mais je m'y attendais pas. Oui, en effet, elle avait dit qu'elle avait quitté Amazon Lily dans sa jeunesse après être, semble-t-il, être tombée amoureuse d'un homme. Alors, est-ce que cet homme était un membre des Rox? Son histoire n'est pas assez explicite pour nous le faire comprendre. Toutefois, je la comprendrais parfaitement, surtout si elle s'était éprise pour Captain John. Le deuxième Rox à avoir été officiellement introduit dans l'histoire, l'homme à l'origine du grand rêve de Baggy est vu pour la première fois vivant et jeune. Et pardon, mais quel beau gosse! Vraiment, mais il a un flot de taré qu'on ne pouvait pas imaginer quand il était zombifié et pourri finalement par Moria. D'ailleurs, si vous avez l'œil, vous avez probablement dû remarquer la présence de bracelets et potentiellement celui qui guiderait vers son trésor, celui que Luffy a donc découvert et a donné à Baggy après l'avoir récupéré sur Thriller Bark. Et Ouais, par la mais il y a même trop de occasion, détails, l'une tu vois, des ça, seules j'avais pas lignes de fait dialogue attention de John encore. est à propos de son précieux trésor. Alors, avait-il déjà un grand trésor à l'époque qu'il cachait? Vous savez qu'en vrai de vrai, plus je pense à ce trésor de John, plus je me dis que c'était peut-être totalement quelque chose de ridicule, un trésor qui n'avait de la valeur que pour lui et pas pour les autres. Ça serait totalement propre à l'humour de Baggy, de sa malédiction qu'il a vis-à-vis des trésors et qui court toujours après cette richesse depuis des années alors que finalement c'est soit rien d'intéressant ou tout au plus juste symbolique pour John. Bref, en tout cas, giga BG le gars. On va se contenter de ça. Maintenant, on passe à Shiki que l'on voit enfin entièrement et véritablement dans le manga. Il est officiellement, lui aussi, le premier antagoniste dévoilé dans un film de One Piece à apparaître dans l'histoire même du manga. Il n'y avait pas de doute, mais ça reste une première à noter. La vieille Higurashi avait d'ailleurs très bien pris son apparence au chapitre 965, ce qui veut dire qu'elle a elle aussi fait partie des Rox ou les a rencontrés. En vrai, on sait à peu près tout de Shiki, donc on peut passer à la suivante. Big Mom est là très clairement l'une ou voire même la plus badass et vivante de l'équipage de Chebek. Elle avait un charisme de fou furieux à l'époque et au-delà de beaucoup me rappeler le design de Bonnie, c'est vrai qu'elle ressemble à aujourd'hui la c'en est Bonnie. même vraiment flagrant, elle m'a vraiment fait penser à une Dee, à sourire, à se précipiter comme ça dans le combat. Alors non, je pense pas que ça en soit une, je voulais juste vraiment noter son charisme de dingue qu'elle perdra malheureusement bien trop vite. Kaido lui par contre reste fidèle à lui-même et ne montre pas de grandes nouveautés non plus si ce n'est une forme de rancœur envers Roger en personne. C'est vrai que par contre, elle pourrait être boucanier. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était ça, ses origines, et moi je pensais que c'était une géante, tu vois. Et là je commence à douter parce que c'est vrai qu'elle a un comportement spécial et qu'elle ressemble à Bonnie. Et Bonnie est une boucanière, elle aussi, donc à voir, à voir.